La méthode SQ3R. Pour la majorité des sujets scolaires, les livres scolaires accompagnés de cours et de discussions sont la base du programme d'études. Le programme d'un professeur pour une année se base généralement sur la structure d'au moins un livre scolaire. Ces volumes sont généralement énormes. Multipliez cela avec le nombre de cours qu'un élève a durant un semestre et vous aurez pour résultat un sac à dos très lourd, presque aussi lourd que les attentes de vos professeurs qui s'attendent à ce qu'ils lisent chacun de ces bouquins. Les livres scolaires sont denses, détaillés, lourdement annotés et longs. C'est facile d'imaginer l'image d'un élève, tard le soir, en train de lire la page 349 d'un volume géant, fatigué et incapable de retenir ce qu'il a lu le lendemain. C'est pourquoi l'éducateur américain Francis P. Robinson a développé une méthode pour aider les élèves à tirer le plus de choses possible d'un texte qu'on leur impose, et donc du sujet qu'ils étudient. Robinson a cherché un moyen de rendre la lecture plus active en aidant les lecteurs à créer un engagement dynamique avec le livre de façon à ce qu'ils retiennent les informations. La manière traditionnelle scolaire de lire et régurgiter n'est sûrement pas la plus efficace, mais c'est le modèle que la plupart d'entre nous connaissent. L'approche de Robinson s'adapte à plus que la lecture. Tout votre plan d'études peut être modelé sur la méthode de Robinson et adapté à votre auto-apprentissage. La méthode s'appelle la méthode SQ3R. Il y a 5 composants. En anglais, survey, sondage, question, la question, reading, lecture, recite, récitation, et review, révision. Sondage, question, lecture, récitation et révision. Le sondage, c'est la première étape de cette méthode. Et cette première étape, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous allez lire. Les livres scolaires et les travaux non romanesques ne sont pas comme une fiction ou un roman où vous allez simplement commencer du début et faire votre chemin à travers les chapitres. Les meilleurs ouvrages non romanesques sont encore organisés de façon claire, de façon à ce que vous puissiez amasser le plus d'informations tout en suivant une suite logique par rapport au chapitre précédent. Si vous vous lancez sans avoir fait un sondage, vous plongez aveuglément sans avoir compris où vous allez et ce que vous essayez d'accomplir. Vous devriez d'abord avoir un aperçu, avant même de commencer le premier chapitre. Le contenu du sondage est l'introduction du sujet et l'objectif que vous souhaitez atteindre en lisant ce livre. C'est comme si vous étudiez un plan avant de partir en road trip. Vous n'avez peut-être pas besoin de toutes ces connaissances sur le moment, mais comprendre l'ensemble de ce que vous allez étudier pourra vous aider à comprendre les petits détails quand vous serez perdu. Vous allez savoir ce qu'il faut, vers quoi vous devez aller, et surtout, quelle direction prendre quand vous serez confus. Le sondage de la méthode SQ3R veut dire examiner la structure de travail. Le titre du livre, l'introduction ou la préface, les titres des rubriques, les titres des chapitres et les titres des sous-chapitres. Si le livre contient des illustrations ou des graphiques, vous devez les étudier. Vous pouvez également noter les conventions utilisées par le livre pour guider votre lecture. La typo. Est-ce que, par exemple, ce qui est en gras ou en italique est important? Les objectifs de chaque chapitre et les questions-exercices, si vous en avez. Quand vous utilisez l'étape du sondage, vous établissez des attentes sur ce que vous vous apprêtez à lire et vous structurez vos objectifs de lecture. Par exemple, disons que vous lisez un livre pour en savoir plus sur la géologie.
Il se trouve que j'ai un livre, un très bon livre de géologie, je le pense, qui s'intitule « La géologie illustrée » d'un monsieur Shelton. C'est un ouvrage qui a 50 ans et ne peut se trouver en librairie. Mais je pense qu'il fera l'affaire pour notre exemple parce que je trouvais que c'était un bel ouvrage. On y trouve une préface qui décrit ce qu'on trouve dans le livre et comment sont arrangées les illustrations. Il y a une longue table des matières divisée en différentes parties. Documentation, structure, sculpture, le temps, les cas d'étude et les implications. En fait, de lire tout ça m'implique dans le livre. Et je vais pouvoir commencer à amasser des éléments géologiques concrets. Je vais pouvoir observer comment ils se forment dans le temps, les événements importants et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le futur. C'est une bonne supposition sur la composition du livre, de ce que je vais aborder. Chaque partie est ensuite divisée en chapitres, qui sont eux-mêmes divisés en une tonne de titres et sous-titres. Trop pour que je puisse les mentionner ici, mais ils donnent un sommaire beaucoup plus nuancé de ce que chaque partie va nous apprendre. Quand vous sondez et connaissez la signification de ce que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes instantanément apte à mieux comprendre. C'est la différence entre se concentrer sur un engrenage isolé et voir où et comment fonctionne l'horloge complexe. Au-delà des livres, vous devez sonder tous les concepts importants de la discipline. Si vous ne pouvez pas le faire avec une structure telle qu'une table des matières d'un livre, alors vous devez être capable de le faire vous-même. Oui, c'est la partie difficile, mais une fois que vous serez en mesure de définir tous les concepts et de comprendre leurs relations, au moins en surface, vous serez déjà très en avance sur les autres. Je vous invite à utiliser la composante du sondage pour faire un aperçu de ce que vous vous apprêtez à apprendre. Dans un sens, c'est comme si vous planifiez un livre, mais dans une dimension métaphorique. Vous allez devoir créer un schéma général sur ce que vous allez apprendre, parce que vous apprenez seul. Il y aura sûrement des écarts entre ce que vous pensez devoir apprendre et ce que vous apprenez. Durant cette étape, vous devez déterminer exactement ce sur quoi vous voulez être instruit, et vous devez être aussi précis que possible. Par exemple, si vous souhaitez tout savoir de la psychologie, cela va prendre beaucoup de temps. Ça ne s'apprend pas en un coup. Vous allez vouloir être plus spécifique dans ce que vous voulez savoir de la psychologie. Peut-être les débuts de la psychanalyse, les travaux de Sigmund Freud ou de Carl Jung, la psychologie du sport, le développement psychologique. Il y a beaucoup de possibilités. Gardez un œil sur les phases ou les concepts qui apparaissent régulièrement de différentes sources, car ils représentent des éléments qui peuvent être phares dans le domaine que vous êtes en train d'étudier. Donc, ils sont importants. Je vous invite à établir des liens et des relations de cause à effet avant même de plonger dans les concepts en détail. C'est très important. Supposons par exemple que vous souhaitez étudier l'histoire du cinéma européen et que vous tapez « Histoire du cinéma européen » dans Google. Je vous invite à le faire un jour, c'est assez intéressant. En fait, celui-ci peut vous apporter de nombreuses possibilités. Certaines d'entre elles peuvent être utilisées pour vous aider à faire votre schéma. Vous pouvez aussi rechercher du matériel de lecture sur Amazon pour trouver ce qui vous semble le plus utile. Vous pouvez aller sur un site internet de base de données pour films pour vous aider à trouver les films européens les plus importants à regarder pour votre étude. Vous pouvez aussi découvrir quels réalisateurs européens sont les plus cités, les plus importants, les plus influents et pourquoi. Vous apprendrez également quel pays a fait partie de quel mouvement cinématographique et une fois encore, pourquoi. Ensuite, vous organiserez ces ressources, vos ressources. Vous élaborerez un plan d'étude pour chacune d'entre elles. Peut-être que vous étudierez un chapitre dans un livre traitant sur l'histoire du début du cinéma européen, puis vous regarderez un film de cette époque et vous donnerez votre propre exercice d'écrire une critique de ce film. Concentrez-vous sur la collecte des informations et leur organisation.
Souvent, trop souvent, nous pensons que nous n'en avons pas besoin. L'important, c'est d'avoir étudié le sujet avant de vous plonger dedans et de comprendre dans quoi et pourquoi vous vous engagez. Les questions. Dans la seconde étape de la méthode SQ3R, vous n'êtes toujours pas plongé dans le vif du sujet. Dans l'étape des questions, vous travaillerez un peu plus profondément pour que votre esprit soit mieux préparé à se concentrer et à interagir avec le contenu que vous lisez. Vous examinerez de plus près la structure du livre et formulerez des questions auxquelles vous voudriez répondre ou des objectifs que vous souhaitez atteindre. Lors de l'étape des questions, quand vous êtes en train de lire un livre, ou plus précisément à ce stade en préparation de lecture, vous parcourez les titres et les sous-titres des chapitres et les reformulerez sous forme de questions. Ça va vous permettre de transformer le titre que l'auteur a donné en challenge que vous devez résoudre. Par exemple, si vous lisez un livre sur Freud, il se peut qu'il y ait un chapitre intitulé « Fondement de l'analyse des rêves » de Freud. Vous réécrirez ce titre de la manière suivante. Quelle est l'origine des travaux d'interprétation sur les rêves de Freud et quelles ont été ses toutes premières idées sur ce sujet? Vous pouvez inscrire ces questions dans la marge du livre. Si vous lisez un manuel avec des questions d'études à la fin des chapitres, ceux-ci sont d'excellents guides pour ce que vous vous apprêtez à apprendre. Dans un livre de géologie, il y a naturellement beaucoup de titres, beaucoup de chapitres que je pourrais reformuler sous forme de questions. Érosion, eau souterraine, glaciation. Ok ? Mais il y a des titres de rubriques qui peuvent marcher. Les effets du métamorphisme sur la roche sédimentaire, par exemple. Ça peut devenir que peut-il arriver au centre de la surface en raison des changements environnementaux? Ou alors, migration des flux des eaux souterraines. Qu'est-ce qui a été à la base de la dernière glaciation? Comment expliquer facilement un phénomène d'érosion? Ça veut dire que non seulement j'ai transformé ce titre en question, mais comprenez une chose, je l'ai aussi paraphrasé en utilisant des mots que je peux comprendre avant même d'avoir entamé la lecture du livre. Maintenant que vous avez organisé vos ressources pour la planification de vos études, vous pouvez formuler certains des sujets que vous allez traiter en sous forme de questions auxquelles vous souhaitez répondre ou en objectifs que vous souhaitez atteindre. Votre mindset d'expert commence à se construire. En vous basant sur les ressources que vous avez alignées et sur les tendances que vous avez pu observer, quelles réponses spécifiques souhaitez-vous obtenir avec vos études? C'est également un bon moment pour mettre en place une structure permettant de répondre à vos questions, comme un journal, un suivi quotidien de vos connaissances. Vous n'avez pas encore besoin de répondre aux questions, vous devez juste savoir comment les formuler et quelle est leur utilité. Prenons notre exemple de l'histoire du cinéma européen. Même en ayant fait des recherches quelque peu superficielles, vous êtes sans aucun doute tombé sur les noms de certains réalisateurs, Fellini, Godard, Fritz Lang, Louis Buñuel. Vous dites qu'ils vont être des personnes importantes à connaître pour vos études. Alors, vous vous demandez, pourquoi Fellini avait-il une telle influence? Quel était le style de réalisation de Buñuel? Quel thème Godard a-t-il abordé dans sa filmographie? Vous avez peut-être rencontré certains concepts ou thèmes communs dans les films européens. La Nouvelle Vague française, la Seconde Guerre mondiale, le néo-réalisme par exemple. Notez ces termes et ces questions pour votre étude et arrangez-les dans votre schéma. La lecture. Arrivé à cette étape, vous êtes enfin prêt à vous plonger dans la matière car vous avez enfin une idée du terrain. Vous vous posez des questions et fixez des objectifs pour votre apprentissage. Vous êtes plus engagé lorsque vous vous posez pour lire. Vous cherchez des réponses aux questions que vous vous êtes posées.
Il y a un autre aspect de la formulation et de l'organisation qui est sous-estimé avant de commencer la lecture, celui de l'anticipation de l'apprentissage. Ça fait un moment que vous examinez tout, et vous aurez probablement hâte de vous plonger enfin dans la lecture et répondre à toutes ces questions que vous avez accumulées mentalement. Cette étape est celle où la plupart des gens essaient de commencer mais échouent, car ils manquent de fondement et ont beaucoup trop d'attentes. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre, car vous êtes plus réfléchi dans votre lecture. Cela signifie que vous devez ralentir la cadence. Soyez patient avec le matériel et avec vous-même. Si un passage est difficile à comprendre, lisez-le extrêmement lentement. Si vous n'obtenez pas une impression de clarté sur une certaine partie, arrêtez-vous. Retournez en arrière, relisez-la et documentez-vous. Ce n'est pas comme si vous étiez en train de lire un roman, même s'il vous passionne. Vous lisez des informations denses. Lisez-les lentement et attentivement, une section à la fois. Il est fort probable que la lecture fasse partie de votre plan d'études. Mais il en va de même pour les aides visuelles, les cours en ligne et les sources d'Internet. Utilisez exactement ces sources de la même façon que lorsque vous approchez un livre dans l'étape de la lecture. Délibérément et continuellement. Votre but doit être de bien comprendre chaque concept qu'on vous apprend. Si vous vous perdez, souvenez-vous que le bouton retour est votre meilleur allié. Planifiez votre temps d'étude de manière à atteindre un niveau de détail aussi complet que possible. Avec notre exemple, l'histoire du film européen, il est évident que vous allez devoir revenir en arrière. Regardez vos films avec un œil critique. Vous allez voir que, en retournant en arrière, vous allez capturer certaines images, certains dialogues, des actions pertinentes qui vont répondre à vos questions. Si vous pouvez regarder une vidéo avec la piste audio des commentaires du réalisateur, vous allez vouloir passer une après-midi en faisant cela. Vérifiez les films avec les livres, la lecture ou les cours en ligne que vous suivez afin de répondre à vos questions et à votre raisonnement. Tout ça va être extrêmement important et vous allez commencer à construire votre mindset d'expert. Réciter. Cette étape est cruciale pour le traitement des informations que vous apprenez et c'est la plus grande différence entre lire pour apprendre et lire pour se divertir. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec le matériel, l'objectif de l'étape de récitation, c'est de réorienter votre esprit et votre attention pour vous concentrer et apprendre. Dit différemment, il s'agit littéralement de réciter pendant cette étape. Posez-vous des questions à voix haute ou par écrit à propos de ce que vous êtes en train de lire. C'est aussi le moment où vous prenez des notes dans les marges du texte, vous soulignez, vous surlignez, vous mettez en évidence les points clés. La récitation verbale et écrite, il est aussi important de reformuler ces points avec vos propres mots plutôt que de simplement copier les phrases du livre sur un morceau de papier. En faisant cela, vous prenez vos nouvelles connaissances et vous les mettez sous forme de phrases dont vous connaissez déjà le sens. Cela facilite grandement la compréhension des informations dans un langage que vous comprenez, ce qui va les rendre significatives pour vous. Si je reprends mon livre de géologie a des marges assez larges sur le côté du texte, ce qui me laisse assez de place pour écrire les points clés et mettre en évidence les concepts importants. Par exemple, prenons un texte original. Cette comparaison suggère que la lente progression de l'érosion sur les collines et les montagnes est similaire aux changements beaucoup plus rapides observés en miniature. Je peux reformuler la phrase que je viens de vous donner en écrivant « Les montagnes et les collines vivent la même décennie que dans les basses terres et rivières, juste plus lentement, comme les joueurs de baseball ou comme les joueurs de football. » Ce que j'ai fait ici, c'est de mettre un seul élément d'information en deux phrases qui sont distinctes et que j'ai réinventées.
C'est un outil très important, c'est un outil phare dans la mémorisation et c'est également un excellent moyen de rendre l'information beaucoup plus significative pour moi personnellement. J'ai aussi ajouté la partie sur le baseball ou le football parce que ce sont deux sports que j'aime beaucoup. C'est une de mes passions, j'adore regarder les matchs de baseball très tard à la télévision américaine. Et du coup, comme ce sont des choses que j'aime, ça rend la phrase immédiatement plus compréhensible pour moi. Répéter tout au long du livre ce processus va vous permettre de multiplier vos capacités d'apprentissage par lui-même. En fait, l'étape de la récitation dans l'organisation de vos études est excellente parce qu'elle fonctionne sur différents supports et vous permet de formuler vos questions et vos déclarations de nombreuses façons. Pour en revenir à notre exemple du cinéma européen, si vous regardez par exemple le 7e saut de Ingrid Bergman. En bref, un chevalier médiéval rencontre l'ange de la mort, il essaye de s'acheter du temps en jouant aux échecs avec lui. Vous allez sûrement écrire des questions sur les références bibliques du film, l'art de la réalisation, les références du Moyen-Âge ou la cinématographie. Vous pouvez également écrire un résumé ou une vidéo du film et indiquer en dessous les séquences clés les plus pertinentes pour vos questions. Vous pouvez également comparer d'autres films de Bergman et noter les similitudes entre son style et celui d'autres réalisateurs que vous étudiez. La partie importante, c'est que vous preniez le temps de reformuler et de réciter de nouvelles connaissances et de les rendre significatives pour vous et pour personne d'autre. La révision. Voici la dernière étape de la méthode SQ3R. Cette étape, c'est celle où vous revenez sur le sujet que vous avez étudié, que vous vous familiarisez de nouveau avec les points clés et vous développez vos compétences à le mémoriser. Robinson divise cette étape sur différents jours de la semaine. Mais on va parler que de son approche générale. Il s'agit notamment d'écrire plus de questions sur les parties importantes que vous avez surlignées, répondre oralement à certaines de vos questions, revoir vos notes, créer des fiches pour les concepts et les vocabulaires importants, écrire une table des matières avec vos propres mots et créer une carte heuristique. N'importe quel type de pratique qui peut vous aider à consulter, à mémoriser ou à engager des informations sera une bonne pratique. Mais les fiches sont particulièrement efficaces. En fait, cette étape a pour but de renforcer la mémoire du matériel pédagogique, mais elle peut aussi vous aider à mieux voir les liens et les similitudes entre les différents aspects que vous n'avez peut-être pas détectés au début, et à accentuer les liens entre les concepts et les idées. Elle peut également améliorer vos compétences d'organisation mentale afin que vous puissiez utiliser cette pratique pour d'autres sujets. Pensez juste à tout ça comme la suite logique du sondage. À ce stade, vous avez un aperçu du domaine dans lequel vous vous trouvez et vous devez maintenant faire un pas en arrière pour vous réévaluer et établir des connexions plus précises, plus perspicaces et puis aussi plus à jour. Jumelez cela avec la mémorisation et votre chemin vers l'auto-apprentissage et l'expertise devient un raccourci. Vous savez, mon livre de géologie ne manque pas de termes que je pourrais mettre sur les fiches. Stratification, monoclinal, raclage glaciaire. Ok, vous sortez votre stabilo et vous y allez. Mais je pourrais aussi organiser le processus de glaciation dans un organigramme ou dans un autre support visuel. Je peux faire un mind mapping, un schéma heuristique. Je pourrais aussi établir une chronologie des âges de la Terre et la relier aux changements géologiques les plus importants qui se produisent à chaque étape. Je pourrais également prendre en compte des questions que j'ai soulevées dans le livre, mais aussi des questions qui me donneraient envie d'enquêter plus profondément. Vous pouvez aussi utiliser la plupart des éléments établis pendant l'étape de la révision pour la planification de votre étude de la même façon. Revenons sur notre exemple du cinéma européen. Vous pouvez créer un catalogue ou une base de données de réalisateurs européens qui résument leurs œuvres, leurs principaux thèmes et leurs choix stylistiques.
Vous pouvez créer des fiches qui vous aideront à vous rappeler des différentes facettes du style européen. Néoréalisme, horreur giallo, western spaghetti. Et bien sûr, vous pouvez noter ce que vous avez appris sous forme écrite ou sous forme visuelle. Bon, je pense que vous l'avez compris, la méthode SQ3R n'est pas à prendre à la légère. C'est exhaustif et détaillé et il faudra de la patience et une organisation minutieuse pour réussir. Mais si vous vous accordez la patience et le dévouement nécessaire pour prendre chaque étape au sérieux, vous constaterez qu'il est extrêmement utile d'aborder un sujet complexe de cette façon. À chaque fois que vous le faites, ça devient un peu plus facile que la fois précédente. En expliquant la méthode SQ3R, nous avons brièvement survolé le rôle de l'organisation, les notes et l'impact qu'ils ont sur l'auto-apprentissage. Après tout, vous ne pouvez pas tout organiser dans votre tête et espérer que ce soit super efficace. Croyez-moi, c'est juste impossible. Lorsque vous devez enfin écrire ce que vous avez organisé, il existe une méthode spécifique de prise de notes qui sera beaucoup plus bénéfique.